Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Cloud du podcast Objectif Tech, le rendez-vous mensuel pour toutes celles et ceux qui innovent grâce au cloud. Au cœur de notre discussion aujourd'hui, l'adoption du cloud dans un secteur contraint par la sécurité et la confidentialité des données. Mais comme tous les secteurs, celui de la défense doit prendre le virage du cloud et établir sa feuille de route de transformation. Confidentialité des données et cloud sont-ils compatibles ? Avions de défense et cloud font-ils bon ménage ? Pour répondre à toutes mes questions, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Ben-David, directeur des systèmes d'information de Dassault Aviation. Vous êtes dans Objectif Cloud, nous sommes au studio 147 de Capgemini et ça commence maintenant. Objectif Cloud, une émission présentée par Delphine Legarlès. Avant de commencer, je vais peut-être représenter Dassault Aviation en quelques mots. Vous concevez et fabriquez des avions militaires, des avions d'affaires et des systèmes spatiaux. Vous avez créé en un siècle une centaine de prototypes et plus de 10 000 avions vendus dans 90 pays. Et selon une étude réalisée en 2023 par Universum France, votre groupe est dans le top 5 des entreprises les plus plébiscitées par les étudiants, tous secteurs confondus. Laurent, qu'est-ce qui attire autant les jeunes talents ? Bonjour. Déjà, c'est bien. Déjà, d'avoir une belle histoire de plus de 100 ans dans le monde de l'aéronautique et un monde historiquement de pionniers. Je pense aussi le fait de travailler pour la France, quelque part, quand on travaille pour Dassault Aviation, à travers finalement la partie militaire. Alors, c'était quelque chose qui était plus controversé il y a quelques années. Mais on se rend bien compte qu'avec ce qui se passe dans le monde, c'est pas du tout la même histoire aujourd'hui. On se rend compte que c'est quand même très important d'être capable de se défendre. Et derrière, il y a quand même une partie excellence. Quand même, on représente, je pense que tous les gens qui sont allés une fois dans leur vie au Bourget et qui ont pu voir une démonstration du Rafale, une démonstration d'un avion Falcon pour les avions d'affaires, je pense qu'il y a quand même quelque chose dans les yeux qui brille. Alors justement, au Bourget, il y a quelques années, vous étiez venu dans notre chalet et vous aviez indiqué que Dassault souhaitait accélérer sa transformation digitale grâce au cloud. Cependant, on sait que les acteurs de la défense sont soumis à des contraintes supplémentaires dues à leur statut stratégique et à la confidentialité de leurs données. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui Dassault Aviation à aller dans le cloud ? Alors, je vais l'expliquer en deux étapes. Pourquoi on avait fait cette annonce au Bourget ? Parce que je vais expliquer pourquoi on a besoin d'aller dans le cloud. Mais justement, il n'y avait pas de solution sur étagère sur le monde de la défense. Donc, il fallait qu'on soit quelque part innovant. Alors, le cloud, c'est pas innovant en tant que tel. Mais comment on fait du cloud dans le domaine de la défense ? Ça, c'était innovant. Alors, pourquoi on en a besoin ? Déjà, et le premier axe, c'est la richesse fonctionnelle. Aujourd'hui, les stratégies des éditeurs, c'est de plus en plus de développer des solutions avec de nouvelles fonctions qui fonctionnent en cloud et qui n'auront plus lieu dans les data centers qu'on peut héberger dans nos murs. Donc là, on est contraint par la roadmap des éditeurs. Par exemple, Dassault Systèmes, qui est quand même un cousin, on va dire, de Dassault Aviation, donc on regarde toujours avec attention leurs solutions. Sur la partie Big Data, ils ont développé une technologie qui s'appelle Semantic Lake et qui n'existe que dans le cloud. Donc ça veut dire que ne pas aller dans le cloud dans le futur, ça veut dire qu'on ne fera pas de solution Big Data dans le monde de la défense. Donc déjà, par exemple, il y a un hic. Derrière, on voit bien que les solutions cloud, elles permettent, c'était un autre enjeu, en tout cas dans un autre programme européen que l'on avait, qui était le programme SCAF, on voyait bien que si on veut rester à jour, il faut mettre à jour régulièrement nos plateformes. Aujourd'hui, quand c'est dans nos data centers avec nos équipes, on va mettre à jour entre 2 et 5 ans suivant les plateformes pour mettre à jour les plateformes. Dans le rythme du cloud, on va pouvoir mettre à jour les plateformes tous les 3, 4, 5, 6 mois. Donc ça veut dire que dans l'apport de fonctionnalités, la vitesse d'apport, on n'est pas du tout dans le même rythme. Voilà. Donc pour moi, c'est les deux raisons majeures qui poussent à ce modèle cloud. Alors par contre, il faut l'accompagner parce que c'est pas miraculeux. Pourquoi les mises à jour sont plus rapides ? C'est parce qu'il y a des équipes chez les éditeurs, chez les cloud providers qui font le job. Le job que nous, on faisait historiquement, c'est eux qui le font. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, en général, ils ont fait l'effort de revoir leur architecture. Parce que les éditeurs se mettant à faire ce qui était fait dans les DSI à travers le monde, se rendent compte que ce n'était pas si simple et qu'il fallait réingénierer la manière de faire le travail que on fait nous, parce que si jamais ils devaient le faire eux-mêmes, ça coûtait trop cher. Donc il y a eu un effort qui a été fait globalement par les cloud providers pour réingénierer leur manière de concevoir leur système d'information, qui permet de gagner en vitesse. En général, ce n'est pas les éditeurs historiques qui ont fait ce premier pas. On voit que c'est ce qu'on appelle les entreprises cloud web natives qui ont repensé leur système d'information de zéro. Et elles l'ont conçu différemment tout de suite pour être entretenues facilement. Et ça, c'est quand même un deuxième point qui est clé pour apporter rapidement des fonctionnalités. Donc les parties coûts, nous on les a mis en, second ordre. Et on voit bien que dans le modèle de la défense,
la notion de mutualisation, là, ça devient compliqué. On n'est pas sur un domaine grand public où je dois avoir une démultiplication, une capacité de mutualiser à un rythme énorme. Je reste sur des petits périmètres. Donc on voit bien que bien sûr, ça peut être un argument, mais dans notre cas, il est quand même beaucoup moins fort. Donc il y a une question d'innovation, de gestion de l'obsolescence. Exactement. Et les coûts finalement. Disons que c'est toujours pareil, tout rentre en ligne de compte. On négocie tout, c'est pas le sujet, mais c'est juste que l'argument, on va dire, majeur sur l'apport, effectivement, c'est la partie fonctionnalité, donc innovation, donc tout ce qu'on peut en tirer, et cette vitesse. Et sur la partie collaboration, dès qu'on veut faire de la collaboration, on se rend bien compte que le cloud s'impose quelque part. C'est-à-dire qu'on a besoin de construire, donc ça c'est un autre enjeu dans le domaine de la défense, c'est comment je collabore de manière efficace avec plusieurs entreprises. On a besoin de créer cette capacité d'avoir des clouds communs aux différents grands donneurs d'ordre pour faciliter la collaboration. Il y aura deux manières d'approcher. Il y a le modèle, j'allais dire, plus Gaia-X de l'Europe, de dire on va être interopérable. Ok, c'est vrai, ce serait vraiment un idéal, c'est un Graal en fait. Ce que fait Gaia-X, c'est bien, c'est-à-dire qu'il vise, ce serait quoi le monde idéal ? Maintenant, on est obligé malgré tout de vivre avec ce que font les éditeurs. On voit bien que souvent leurs systèmes ne sont pas très interopérables et pour des raisons, j'allais dire même stratégiques, ils ne les rendent pas toujours très interopérables. Donc, comment on survit sur ces parties-là et je pense qu'il faut adapter ces modèles et les porter dans le monde de la défense. Mais du coup, l'adoption du cloud dans un monde de défense qui est assez cloisonné, est-ce que c'est pas un gros virage culturel ? Et qu'est-ce que, on vient de le dire un peu, mais qu'est-ce que Dassault vraiment attend de cette transformation ? Quels seraient les gains ? Alors, les gains, nous, c'est la vitesse d'apport de fonctionnalité. Et le deuxième point, et même... c'est une question de survie, puisque certaines fonctionnalités n'existeront plus. C'est-à-dire si je veux continuer à faire ce que je sais faire et j'ai besoin du cloud. Le deuxième point, c'est la collaboration. Quand je résume vraiment les deux points les plus importants, c'est ça. Alors la transformation, quand on est utilisateur, finalement on adopte assez facilement les technologies modernes. Donc cette transformation-là, elle est attendue, mais on va dire, c'est pas forcément la plus grande. En revanche, pour les équipes internes, ça, c'est une transformation. Et il y a un enjeu sur la partie cybersécurité. C'est-à-dire que je ne fais pas un cloud de niveau de défense comme je fais un cloud public. Donc, j'ai la notion de partenaire de confiance. Effectivement, c'est un domaine clos. Donc, ça veut dire que tout le partenariat que je dois faire doit être garanti de même niveau de confiance. Donc, il y a tout un travail au niveau cybersécurité pour travailler dans un monde estampillé. Donc, ce qui n'est pas du tout la même chose. On est dans un monde très réglementé. Donc, les modèles de réglementation arrivent petit à petit, et on voit que pour des raisons géopolitiques, ils sont chahutés parfois. Et du coup, on vient de le mentionner, le cloud de confiance, mais est-ce que vraiment, du coup, la solution pour répondre à tous vos enjeux, elle s'oriente vers de la cybersécurité ou vers des solutions dites de confiance ? L'un va avec l'autre, c'est plutôt nous, on a besoin que, alors les parties cloud de confiance, qu'est-ce que l'on attend ? Parce que sur la partie cloud de défense, il y a la partie technologique pour être au bon niveau de sécurité, donc ça c'est un axe 1, et par rapport à la réglementation, parce que finalement, pourquoi on dit qu'on élève le niveau de cybersécurité ? Parce qu'il y en a un cas, c'est cloud public. On a envie de se protéger, d'un point de vue cyber, au bon niveau, à un très bon niveau, d'attaquants malveillants, on va dire de mafia ou ce genre de choses. Quand on monte au niveau de défense, ce n'est pas des mafias, c'est des États potentiellement. On doit se protéger face à des États. Donc, des fois, ils peuvent avoir quand même un certain niveau de compétence et aussi des prérogatives pour pouvoir aller plus loin. Donc ça me permet de revenir au cloud de confiance. Il y a deux choses très importantes dans le cloud de confiance. C'est on doit être protégé des lois extraterritoriales. C'est-à-dire que, on doit garantir que dans la manière d'opérer, on s'en remet à l'Europe, qu'à l'Europe, et pas plus que ça. Donc à un moment donné, il ne peut pas y avoir une prérogative d'un État étranger de demander l'accès aux données, de demander l'accès au système, parce que c'est un État et donc ils ont un certain nombre de règles. On appelle ça loi extraterritoriale parce que finalement, le monde de l'Internet a cassé les codes du juridique. Le juridique, c'est des frontières. Ouais, il n'y a pas de frontières. Et donc là, ils ont étendu un peu la notion de frontière en disant, vous êtes une entreprise américaine, on a les droits. Mais on dit toujours américaine, quelque part, c'est pas très sympa parce que c'est plus parce qu'ils ont envahi le marché et qu'ils ont les solutions dans le monde occidental qui ont le plus eu d'impact. Mais côté chinois, c'est pareil. Je pourrais prendre, s'il y avait des solutions russes, ce serait pareil, et ainsi de suite. Le fait qu'un État puisse se dire, je viens voir chez vous comment ça se passe,
Ça, c'est pas acceptable. Donc, on dit loi extraterritoriale parce que c'est pas forcément que américain. C'est tout État qui n'est pas l'Europe qui viendrait dire moi, je veux voir finalement comment ça fonctionne. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est le même, c'est de se dire on veut sur les prises de part dans l'entreprise vérifier que c'est toujours une entreprise européenne. Donc, dans ces règlements-là, il y a ça en plus. Et après, derrière, c'est des règles, des normes qui sont très cybersécurité, de techniques pour se protéger d'attaques cyber. Et après, on rajoute cette côté, on veut être souverain, on veut être autonome stratégiquement. Alors, autonome stratégiquement, je vais un peu vite en besogne aussi, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que, malgré tout, qu'est-ce qu'on fait quand on fait des clouds de confiance ? On prend la technologie américaine et on la fait opérer par des sociétés européennes. Donc, au final, autonomie stratégique, ça peut être discuté, donc je ne m'engagerai pas sur cette partie-là. C'est pour ça qu'on a la notion de cloud souverain a un peu disparu parce que ça devient compliqué si jamais on dérive vers autonomie stratégique. Mais cloud de confiance, oui. C'est-à-dire qu'en termes de loi, en termes de juridique, on est sécurisé. Et après, en termes de normes sur comment on implémente la cybersécurité, on est sécurisé parce qu'il y a des règlements et ainsi de suite. Après, on voit que c'est très politique. Il y a une norme qui s'appelle European Cloud Security de mémoire. Nous, on se bat pour avoir un niveau high+, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de niveaux en fonction de ce que j'ai besoin de faire, qui justement c'est pareil que high, donc ça veut dire que la cyber, c'est OK d'un point de vue technique, technologique, les règlements. Et nous, on veut le plus juste pour les lois extraterritoriales et pas de prise sur l'entreprise. On voit bien que c'est quelque chose en plus. La cyber plus la protection juridique. C'est une double protection, à la fois juridique et technique. Exactement. C'est-à-dire qu'on veut être dans un périmètre de confiance, un mode de souveraineté sur nos données. Et donc là, on a parlé plutôt justement des écosystèmes, des équipes, etc. pour le déploiement du cloud. Mais est-ce que le cloud, il est aussi dans les avions ou dans les futurs drones, peut-être ? Alors, en fait, le cloud, bien sûr, c'est-à-dire qu'on en revient finalement au premier point. Ce qu'apporte le cloud, c'est la collaboration. Et on voit bien que de plus en plus, avant, c'était des choses autonomes. Il y avait l'armée de terre, il y avait l'armée de l'air, il y avait la navale. Maintenant, il y a la 4e force qui est quand même la cyber aussi. Hein. Et on a besoin, et on veut faire des choses de plus en plus précises. Alors, je dis ça, et en même temps, quand on voit la guerre Ukraine-Russie et la guerre Israël-Palestine, là, ils ont arrêté d'être précis. Hein. Quand on regarde bien, c'est pas du tout la tactique. Donc, tout ça, d'ailleurs... c'est quelque chose qui est en permanence, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on prévoit de comment on va faire et la réalité, des fois, il y a un peu un écart. Mais il y a plein de choses d'ailleurs à dire que je vais dériver après parce qu'elles sont toutes neuves, hein, sur des risques qu'on n'avait pas avant qui arrivent. Mais quand même, l'idée de base, c'est de dire qu'on a besoin de systèmes qui collaborent. Et en plus, on voit bien qu'on a besoin de collaborer dans des modes qui vont différencier. Avec l'OTAN, par exemple, je fais une intervention avec l'OTAN. J'ai besoin de communiquer avec des dispositifs OTAN. Je fais une opération franco-française. Il faut que je me garantisse que je suis franco-français, de manière de collaborer entre mes différents éléments. Inversement, je suis à l'export, donc il faut que je donne un système collaboratif qui fonctionne. Voilà. Et la base, c'est quoi ? C'est ce qu'on a appelé un combat de cloud. C'est-à-dire que tout un dispositif entre les satellites, les communications, les avions de relais de communication qui permet de créer un cloud de combat qui permet à l'ensemble des forces de coopérer. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. C'est plutôt des entreprises style Thales, ce genre de choses qui vont travailler sur des solutions de ce type-là et qui doivent gérer les protocoles pour gérer les interopérabilités. Ça, c'est un cas. Nous, en général, on est dimensionné un peu différemment là-dessus. Nous, notre objet, c'est plutôt, demain, on voit bien que les drones prennent de plus en plus d'importance et qu'il va falloir coordonner des activités sur les missions sur le terrain. C'est-à-dire, par exemple, un Rafale avec plusieurs drones qui se coordonnent pour faire une mission. Donc, cet écosystème, il a besoin de se connecter au cloud. On est ce qu'on appelle en territoire ami. On discute avec la base arrière, on reçoit des ordres, on accepte la mission, on comprend. Voilà. Et donc, il va falloir faire passerelle vers cet environnement. Puis, à un moment donné... la mission est décidée, il faut aller intervenir, et là, on arrive en territoire ennemi. D'un seul coup, il faut faire l'équivalent de ce qu'il y a dans l'usine numérique, c'est le edge. Il faut faire un petit réseau edge, là, entre les drones, le Rafale, et ainsi de suite, pour faire la mission. Hein, parce que là, il faut communiquer de moins en moins, de manière très sécurisée, et on a besoin aussi d'une qualité. C'est-à-dire que les ordres, par exemple, si vous triangulez un ennemi à partir de plusieurs drones et un Rafale, il faut qu'ils discutent. Et donc, on est sur des millisecondes de communication pour être sûr de pointer la bonne valeur.
si jamais on couple les radars des différents systèmes pour obtenir une vue synthétique. Ça, on va pas remonter dans le cloud, faire l'aller-retour. Oui. Sinon la vitesse d'exécution, tout ça, tout est raté. Donc ça, nous, on a besoin de créer cette fonction, un peu ce qu'on appelle le edge, quand on le met dans le domaine de l'informatique classique, on a besoin de le construire. Et on voit bien que le edge, il est toujours connecté au cloud, on va dire, il y a une relation, mais c'est capable de fonctionner en autonomie. Ça revient ça se reconnecte, ça explique comment la mission s'est déroulée et ça donne les informations. Donc nous, on y travaille sur cet aspect-là et notamment ce qu'on a appelé on n'a pas appelé ça Edge, qui est plus un domaine de l'informatique, ça s'appelle la bulle de combat. Cette petite bulle qui va exister le temps de la mission et qui a besoin de remonter vers la partie combat de cloud. Donc on voit que la notion de collaboration, en fait, elle devient clé, en fait. Et ça, le cloud amène cette capacité-là. De toute façon, on le voit même nous au quotidien. Quelque part, qu'est-ce qui a émergé avec le cloud ? Les réseaux sociaux, les visios, post-Covid, enfin tout ce qui tourne autour de la collaboration. La collaboration, bien sûr. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un élément clé qui est apporté aussi par le cloud et les capacités du cloud. Mais en combat, on cherche l'invisibilité et de limiter la latence. Et la collaboration sur un petit écosystème pour être encore plus fort, parce qu'on voit bien que les systèmes anti-aériens deviennent de plus en plus performants. Donc si on veut être caché et apprendre, ça vaut le coup d'être à plusieurs. On arrive déjà malheureusement au terme de cette discussion qui était passionnante. Avant de vous quitter, j'ai une dernière petite question. Notre podcast s'appelle Objectif Cloud. Quel est votre objectif pro ou perso pour les mois à venir ? J'ai droit à 2 ou pas ? Oui, bien sûr. Voilà, perso, c'est très simple et c'est pas facile avec mon métier, mais je vais faire un semi-marathon avec mon fils, qui a 20 ans, donc on a compris que ça va pas être facile pour moi. Voilà, ça c'est un objectif perso, ça c'est le premier point. Et pro, de nouveau, je vais présenter mon plan numérique, justement, comment j'accompagne toute cette transformation à mon PDG le 16 juillet. Mes efforts sont assez concentrés sur cet objectif quand même. Bonne chance pour ces 2 objectifs alors, et merci d'être venu. Et merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un épisode spécial en partenariat avec Philonomiste. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter les autres émissions d'Objectif Tech. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. À bientôt.